Bienvenue dans notre exploration du jour. On va parler d'un moment clé et souvent un peu stressant de la vie pro, l'entretien d'embauche. Ah oui, la préparation, l'attente, tout le monde connaît ça. Exactement. Et pour nous guider, on a une source intéressante, un guide de formation de LRD-CIP, les repères des CIP. C'est un truc de 2025 pour les conseillers en insertion professionnelle, justement sur les questions fréquentes des recruteurs. Tout à fait. Et l'objectif aujourd'hui, c'est pas juste de faire une liste de questions, hein, c'est vraiment de comprendre pourquoi on nous pose ces questions. C'est ça. Qu'est-ce que le recruteur cherche vraiment à savoir? Voilà. Décoder l'intention derrière. Si on comprend sa perspective, on peut construire des réponses beaucoup plus percutantes. Oui, aller un peu plus loin que la surface. On va regarder ensemble ce que ces questions révèlent, le parcours bien sûr, les motivations, les fameux points forts et points faibles. Ah, le passage obligé. Toujours un peu délicat, oui. Et puis la gestion du stress, l'adéquation avec le poste, la culture de l'entreprise. Bref, tout ça. L'idée, c'est de transformer ce qui peut ressembler à un interrogatoire en une vraie conversation. Stratégique. Une bonne préparation basée sur cette compréhension, ça change tout. On est plus confiant, plus authentique. C'est ça, on passe d'une réaction un peu subie à une interaction choisie. Allez, on plonge dedans. Décryptons ces questions essentielles. Partons du principe que aucune question n'est vraiment posée au hasard. Non, jamais. Même la plus simple en apparence. Elle vise à chercher des infos précises, souvent sur le comportement, la personnalité, des choses qu'on ne voit pas sur le CV, quoi. Exactement. Prenons le grand classique, hein. Parlez-moi de vous. Ah oui, celui-là. On sait jamais trop par où commencer. Eh bien, ce n'est pas une demande d'autobiographie, hein. Le guide LRDCIP le dit bien. Le recruteur évalue surtout la clarté du candidat sur son parcours, sa capacité à synthétiser. À faire des liens, peut-être. Oui, à identifier le fil conducteur de ses expériences et, surtout, à montrer comment ça l'amène au poste visé. C'est un premier test de pertinence, de communication aussi. C'est intéressant de les voir comme ça. Test de clarté et de pertinence. Mais jusqu'où on remonte? Le stage de troisième? Non, non. La clé, c'est la pertinence pour ce poste. Il faut choisir les éléments expérience, compétences, réussite qui parlent le plus par rapport à l'annonce. D'accord. Une ou deux expériences clés, les compétences qu'on a développées, et hop, une transition vers pourquoi on est là aujourd'hui. Concis et percutant. Ok, pertinence avant tout. Bon, une autre question souvent redoutée. Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi? Ou pourquoi vous voulez partir? Oui, celle-là, on marche un peu sur des œufs. On sent le piège. C'est délicat parce que ça touche à la motivation, à la stabilité. La source le souligne, le recruteur veut comprendre la logique derrière le départ. Est-ce que c'est une progression ou une fuite? C'est ça l'idée? Exactement. Est-ce que c'est une démarche positive, une recherche de nouveaux défis, d'un meilleur environnement, ou est-ce qu'on fuit des problèmes, des conflits? Et donc, l'idéal, c'est de présenter ça de manière constructive. Ou y tourner vers l'avenir, même si, à l'origine, il y avait du négatif. Surtout, éviter de critiquer son ancien employeur. Rester factuel et honnête sur ses aspirations. Présenter ça comme une démarche constructive, hein, c'est un bon angle. Mais si le départ est lié à un conflit, Ou un licenciement, on le cache. le cacher complètement, c'est risqué. Une vérification des références, et ça peut ressortir. Ah oui, d'accord. L'approche conseillée, c'est souvent d'être factuel, bref, et de vite basculer sur ce qu'on a appris et ce qu'on cherche maintenant. Par exemple, Mentionner une divergence de vision, une réorganisation, et enchaîner sur le désir de trouver un environnement plus aligné avec ses valeurs, ses objectifs actuels. L'accent doit être mis sur le futur, toujours. c'est noté. Passons au duo infernal. Quels sont vos points forts et vos faiblesses? Ah, le fameux duo. C'est surtout un excellent moyen de voir si le candidat se connaît bien. Pour les points forts, j'imagine qu'il faut des exemples appuyés. Oui, absolument. Pas juste des mots comme dynamique ou organisé. Il faut illustrer avec des réalisations concrètes. Et pour les faiblesses, c'est là que ça se corse. Alors là, l'analyse de la source est super intéressante. Ce n'est pas pour se tirer une balle dans le pied, c'est pour montrer sa capacité à s'auto-évaluer et son envie de progresser. Donc, identifier une vraie faiblesse, pas le coup du «je suis trop perfectionniste». Exactement. Ça peut sonner un peu cliché, un peu faux. Il faut choisir une vraie zone d'amélioration. Mais pas une qui soit éliminatoire pour le poste, j'imagine. Voilà, c'est tout l'équilibre. Et surtout, expliquer ce qu'on fait concrètement pour travailler dessus. Ça montre une maturité, une honnêteté qui sont souvent appréciées. C'est intéressant cette idée que ce n'est pas forcément un piège, mais est-ce que tous les recruteurs le voient comme ça? Comme une opportunité de montrer sa capacité à évoluer?
C'est une bonne question. Le choix de la faiblesse est crucial, c'est vrai. Oui. Il doit être réel, mais pas fatal pour le job. Un comptable qui dit « j'ai du mal avec la rigueur bon, Mauvaise idée. voilà. Il faut choisir un axe de développement qui ne torpille pas les compétences de base requises et vraiment insister sur les actions mises en place. C'est cette dynamique d'amélioration qui est positive. Si c'est bien amené, la plupart des recruteurs expérimentés apprécieront l'authenticité, vraiment. D'accord, le contexte et l'action corrective, c'est ça qui compte. Et la gestion du stress, comment gérez-vous la pression? On l'entend de plus en plus, celle-là. Oui, elle évalue la résilience, la capacité à rester efficace quand ça chauffe. Qu'est-ce que le recruteur veut comprendre au fond? Il veut savoir comment on réagit. Est-ce qu'on panique ou est-ce qu'on a des stratégies pour rester concentré, organisé, performant? C'est utile de raconter une situation de stress qu'on a vécue et comment on l'a gérée concrètement. Et peut-être faire la différence entre le bon stress qui motive et le mauvais qui paralyse. Tout à fait. Montrer qu'on peut utiliser la pression comme un moteur, mais qu'on a aussi des techniques pour éviter de déborder, prioriser, communiquer, faire des pauses. C'est une réponse équilibrée. Parlons positif maintenant. Décrivez une réussite professionnelle dont vous êtes fier. Là, on attend du concret, des chiffres si possible. Précisément, la source insiste là-dessus. C'est l'occasion de montrer ses compétences en action, son impact réel. Des preuves tangibles donc. Oui, la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, elle est super efficace pour ça. Décrire le contexte, l'objectif, ce qu'on a fait nous, personnellement, et surtout, les résultats obtenus. Et si c'est quantifiable, c'est mieux, hein? Idéalement, oui. Augmentation de X%, réduction des délais de Y jours, satisfaction client. C'est raconter une petite histoire de succès en fait. Une histoire qui montre la valeur ajoutée. Très clair. Et pour comment priorisez-vous vos tâches? Là, on teste l'organisation perso. Oui, c'est un test de méthode, d'efficacité, comment on gère son temps, comment on fait la part entre l'urgent et l'important, est-ce qu'on utilise des outils, comment on s'assure de tenir les délais. Le recruteur essaye de capter la logique d'organisation, la capacité à gérer une charge de travail. Logique. Alors la question «Pourquoi voulez-vous ce poste?» elle paraît simple, mais j'imagine qu'il faut éviter la réponse bateau. Ah oui, absolument. Le guide LRDCIP insiste sur deux niveaux ici. D'un côté, la motivation pour les missions elles-mêmes. Ce qu'on va faire concrètement. Voilà. Et de l'autre, l'intérêt spécifique pour l'entreprise. Sa culture, ses valeurs, ses projets. Donc il faut montrer qu'on s'est renseigné sur les deux, le poste et l'entreprise. Exactement. Une bonne réponse, ça fait le lien entre les envies du candidat, les caractéristiques du poste et les spécificités de l'entreprise. Ça montre qu'on a fait ses devoirs, qu'on s'est projeté. Mais comment on montre cet intérêt sincère sans tomber dans la flatterie un peu facile ou les généralités? En étant spécifique, mentionner un projet récent de l'entreprise qui nous a parlé, une valeur affichée qui résonne, un article qu'on a lu. Ah oui, Connecter ces éléments concrets à ses propres compétences ou aspirations, ça rend la chose authentique. Genre, votre initiative X dans le domaine Y m'a vraiment intéressé parce que ça touche à mon expertise en Z et à mon envie de contribuer à. très parlant, ouais. Et on arrive à la fin de l'entretien, la fameuse question «Avez-vous des questions pour nous?» Ah, celle-là. La source est formelle, ne jamais répondre non. Pourquoi c'est si important? Ça m'intrigue, cette insistance. Parce que c'est beaucoup plus qu'une simple formule de politesse. C'est une occasion en or pour le candidat de reprendre un peu la main. Ah, d'accord. Poser des questions pertinentes, ça montre un vrai engagement, une curiosité, une réflexion sur le poste, sur l'entreprise. Ça montre qu'on n'est pas passif, qu'on se voit déjà dedans, en train de comprendre les enjeux. Et ne pas avoir de questions, ça peut être mal interprété. Oui, au mieux comme un manque de préparation, au pire comme un manque d'intérêt. Donc, vraiment toujours avoir une ou deux questions en réserve. Je comprends mieux l'enjeu. C'est une dernière chance de marquer des points, de montrer son implication. Donc, si on résume cette première partie, toutes ces questions, elles servent à dresser un portrait complet. C'est ça. Les compétences techniques, ok, mais aussi le savoir-être, la personnalité, la motivation et l'adéquation avec l'équipe, la culture. C'est exactement l'idée. Le recruteur essaie d'évaluer le potentiel global du candidat et sa capacité à s'intégrer et à performer dans ce contexte précis. Pour rendre ça encore plus concret, la source LRDCP donne une mise en situation. Imaginons un entretien pour un poste de chargé de projet dans une PME innovante. Le candidat est face à un RH et au manager de l'équipe, prêt à décortiquer les réponses de notre candidat fictif. Avec plaisir. C'est souvent avec l'exemple qu'on saisit le mieux les choses. Alors, le RH commence. Pourriez-vous commencer par vous présenter brièvement?
Le candidat parle de sa formation, ses 5 ans d'expérience en gestion de projet dans le secteur, il met en avant ses compétences en leadership, en communication client, et il finit sur sa passion pour les projets qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est une bonne présentation, ça. C'est ciblé, gestion de projet, secteur. Ça met en avant des compétences comportementales clés, leadership, communication, pas juste technique. Et il y a une touche perso avec la passion. C'est structuré, pertinent, on retrouve ce qu'on disait sur le «parlez-moi de vous». Ensuite, le manager enchaîne. Parlez-nous de votre plus grande force dans un contexte pro. Le candidat répond sa capacité d'adaptation. Et il illustre tout de suite avec un exemple, un projet où le cahier des charges a changé, il a fallu revoir le planning, remobiliser l'équipe, mais ils ont livré à temps. Ah, l'exemple! C'est ça qui fait toute la différence. Dire qu'on est adaptable, c'est une chose, le prouver avec une histoire concrète, bien décrite, c'en est une autre. Ça rend la compétence réelle pour le recruteur. Exactement, tangible, crédible. C'est une excellente application du conseil, illustrer ses points forts. Bien la question de la faiblesse. Le candidat admet avoir eu une tendance à vouloir tout vérifier par souci de qualité. Mais il explique qu'il a appris, surtout dans sa dernière expérience, à faire davantage confiance et à déléguer. Et ça a permis à l'équipe d'être plus autonome et à lui de se concentrer sur la stratégie. Voilà une réponse qui coche toutes les bonnes cases pour cette question difficile. Il y a l'honnêteté sur un vrai point d'amélioration, mais qui n'est pas disqualifiant. Oui, Et surtout, il y a la preuve d'une prise de conscience et d'une action corrective. Apprendre à déléguer, faire confiance. Avec des résultats concrets. L'équipe gagne en autonomie, lui gagne en vision stratégique. Ça montre une belle capacité d'évolution. c'est vrai que le choix de cette faiblesse, vouloir tout contrôler, et la façon de la présenter, ça la transforme presque en qualité maîtrisée. Bon, passons à la motivation. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans ce poste et notre entreprise? Ok. Le candidat parle de l'aspect innovant des projets décrits dans l'annonce, de l'environnement PME qui a l'air dynamique, et il ajoute qu'il a lu sur leur site que l'entreprise soutenait des initiatives locales de développement durable et que ça correspond à ses valeurs. Très bien joué, ça. Il fait le lien entre ce qu'il motive, lui, l'innovation, le dynamisme, et les caractéristiques du poste et de l'entreprise. Et la mention du développement durable, ça montre qu'il a cherché plus loin. Exactement. Ça prouve qu'il a fait l'effort de se renseigner au-delà de l'annonce. C'est cette personnalisation qui marque des points, qui montre un intérêt authentique. Ça différencie sa candidature. Ça souligne vraiment l'importance de la recherche avant l'entretien. Dernière question de l'exemple. Où vous voyez-vous dans 5 ans? La projection, Le candidat dit qu'il aimerait évoluer vers un rôle avec plus de responsabilités managériales dans l'équipe projet, continuer à se former sur les nouveaux outils numériques et, si possible, aider à intégrer les nouveaux arrivants. c'est une réponse qui montre de l'ambition, mais qui reste réaliste et alignée avec l'entreprise. Il y a le désir de grandir, responsabilité managériale, l'engagement à apprendre, se former, et l'esprit d'équipe, intégration des nouveaux. Il se présente comme un investissement à long terme en quelque sorte. C'est ça, pas juste quelqu'un de passage. Il se projette dans la durée avec l'entreprise. Le commentaire final de Lasson sur cet exemple, c'est justement que le candidat montre sa pertinence, sa réflexion sur lui-même et son alignement avec l'entreprise. C'est une super illustration de comment répondre de manière stratégique. Tout à fait. On voit bien comment des réponses bien construites, bien réfléchies, qui intègrent le pourquoi de chaque question, permettent de bâtir un profil solide et cohérent. Cet exemple couvre bien les questions de base. Mais, comme le dit notre source LRDCIP, les recruteurs ont souvent d'autres questions en réserve pour affiner leur jugement. Oui, le guide propose d'ailleurs une liste complémentaire assez longue. Et c'est une bonne idée de s'y préparer aussi, j'imagine. Absolument. Ces questions additionnelles, elles permettent souvent d'explorer des aspects plus précis du comportement ou des attentes. On ne va pas toutes les passer en revue, mais on peut regarder quelques exemples pour voir ce qu'ils cherchent à révéler. Bonne idée. Par exemple, la question sur la gestion des conflits. Avez-vous déjà été en désaccord avec un collègue ou un supérieur? Comment avez-vous géré ça? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir là? Principalement les compétences relationnelles. La capacité à gérer les désaccords de façon constructive. Parce que des désaccords, il y en a toujours en entreprise. Voilà. Le recruteur veut voir si le candidat sait exprimer son point de vue avec respect, s'il sait écouter l'autre, chercher un compromis, une solution, plutôt que d'éviter le problème ou de devenir agressif. C'est un test de maturité relationnelle, de capacité à garder des relations saines, même quand ça frotte un peu. C'est délicat. Il faut admettre un conflit, mais sans passer pour quelqu'un de conflictuel. Comment on trouve le juste milieu? L'astuce, c'est souvent de choisir un exemple de désaccord professionnel. Sur le travail lui-même, une méthode, une priorité,
pas un conflit perso. D'accord. Il faut décrire la situation de manière factuelle, expliquer sa position, mais surtout insister sur comment ça s'est résolu. L'écoute de l'autre, la recherche de compréhension, la solution trouvée. Mettre l'accent sur le résultat positif pour le projet ou l'équipe, montrer qu'on a dépassé le désaccord pour atteindre l'objectif commun, c'est ça qui est clé. Ok. Se concentrer sur la résolution constructive. Autre question, très attendue et parfois un peu gênante, quelles sont vos attentes salariales? Ah, le nerf de la guerre. Une question très pragmatique. Le recruteur veut savoir si on est dans le budget, c'est ça? Dans la même région, avec le même niveau d'expérience. Donc il faut arriver avec une idée précise. Idéalement, oui. Proposer une fourchette réaliste basée sur ses recherches et sur son salaire précédent ou actuel, c'est souvent le plus sûr. Beaucoup de candidats hésitent à donner un chiffre trop tôt. Est-ce qu'il y a une façon de répondre qui laisse la porte ouverte à la négo tout en étant clair? Oui, on peut donner une fourchette en disant qu'elle est négociable selon le package global. Les primes, la mutuelle, les RTT, le télétravail. Tous les avantages à côté. Voilà. On peut aussi, si on manque vraiment d'infos, retourner un peu la question en demandant quelle est la fourchette prévue par l'entreprise pour ce poste, avant de se positionner soi-même. Ah, malin ça. L'important, c'est de montrer qu'on a réfléchi à sa valeur sur le marché, sans être complètement rigide ni déconnecté de la réalité. C'est une approche nuancée. Bon, et pour finir sur ces exemples, la question qui demande de se vendre un peu. Pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu'un autre candidat? C'est un peu le pitch final, ça. Exactement. C'est l'invitation à résumer ses meilleurs arguments, à affirmer sa valeur ajoutée unique pour ce poste précis. Mais sans dénigrer les autres candidats. Non, surtout pas. Il faut juste réaffirmer avec conviction ces 2 ou 3 points forts principaux, compétences, expérience, qualité, en les reliant directement aux besoins, aux défis de l'entreprise tels qu'on les a compris. C'est le moment de montrer qu'on a bien saisi les enjeux et qu'on est la bonne personne pour y répondre. Mais comment on fait ça sans avoir l'air arrogant? La confiance, c'est pas l'arrogance. L'assurance, elle vient de la pertinence des arguments et de la capacité à les prouver par des faits, des exemples. D'accord. On peut utiliser des phrases comme « Je pense que ma compétence X, que j'ai utilisée dans mon expérience Y, pourrait vraiment aider à relever le défi Z que vous avez mentionné. » Ou « Ma combinaison d'expertise technique en A et de compétences relationnelles en B correspond, il me semble, parfaitement à ce rôle. » L'accent est mis sur la contribution, la solution pour l'entreprise, pas sur l'autopromo pure. C'est plus subtil. Au final, qu'on parle des questions de base ou de ces questions plus spécifiques, le but du recruteur reste le même, avoir une vision la plus complète et fiable possible du candidat. Évaluer ce qu'il sait faire, mais aussi comment il le fait, pourquoi il veut le faire ici. Conclusion du guide LRDCIP, une préparation minutieuse, c'est pas une option, c'est la base pour réussir cet exercice. Merci pour tous ces éclairages. Si on doit retenir une idée forte de notre discussion, basée sur ce guide LRDCIP, c'est bien ça. L'entretien d'embauche, il faut l'aborder non pas comme un examen où on récite, mais comme une opportunité de dialogue stratégique. Oui, Comprendre le pourquoi des questions, ça permet de donner des réponses plus authentiques, plus pertinentes, qui ont plus d'impact. c'est tout à fait ça. Il s'agit de montrer sa compétence, bien sûr, mais aussi son intelligence de la situation, sa vraie motivation et son fit avec l'environnement proposé. C'est un exercice d'alignement, en fait. Une posture qui fait passer le candidat de quelqu'un qui répond juste aux questions à un interlocuteur proactif, un futur partenaire potentiel. Et pour aller encore un peu plus loin, peut-être une piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent, au-delà de super bien répondre aux questions qu'on vous pose. Oui. Comment un candidat peut-il utiliser l'entretien, et notamment le moment où c'est à lui de poser des questions, pour proactivement montrer sa valeur ajoutée? Comment transformer ce moment en une discussion déjà un peu concrète sur les vrais défis de l'entreprise, de l'équipe? Peut-être en suggérant subtilement des pistes ou en montrant qu'il a déjà réfléchi à comment il pourrait contribuer. Ah, c'est une perspective intéressante. Aller plus loin que la simple curiosité pour déjà esquisser une forme de collaboration. Montrer qu'on n'est pas juste là pour avoir un job, mais pour apporter des solutions. Exactement. Une façon de se démarquer encore plus. Précisément. C'est passer d'une logique de « je dois valider ma candidature » à une logique de « comment on pourrait travailler ensemble ». Une réflexion qui, j'espère, ouvrira de nouvelles pistes à ceux qui préparent leurs prochains entretiens. Une excellente note finale pour conclure cette analyse des questions d'entretien d'embauche, bien nourrie par les leçons du guide de formation 2025 de LRDCIP, les repères DCIP. Merci de nous avoir suivis. Merci.